Alors, au début, c'était facile, on avait 3-4 maladies. Lorsque j'ai commencé, on avait 4 maladies génétiques et une maladie non génétique. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de génétique, en fait, c'est une horreur. On est à plus de 160 différentes maladies auto-inflammatoires. C'est le mien, ça? C'est le mien qui sonne? Non, ça, c'est pas le mien. C'est pas ma sonnerie. Ouais, dans ce cas-là, c'est pour des avis, en fait. Ils sont en train... Donc, désolé. Alors, du coup, on a essayé de comprendre un peu, de voir comment classer. C'est pas la peine d'apprendre cette diapositive par cœur. Hein. C'est juste pour vous dire que, en fait, dans les maladies inflammatoires, dans les maladies auto-inflammatoires, il y a plein de voies inflammatoires possibles. Et en fait, il peut y avoir des erreurs dans toutes les maladies, dans toutes les voies pro-inflammatoires de départ. Et donc, en fait, on va avoir un certain nombre de pathologies qui vont être variables en fonction de type de voie inflammatoire atteinte. Alors, a priori, si on est dans une maladie qui a une fièvre récurrente avec un syndrome inflammatoire extrêmement élevé qui disparaît en dehors des épisodes de fièvre, on va être tout à fait en haut de ce que j'appelle les inflammasomopathies ou les maladies liées à l'interleukine 1. Donc, les autres, on va un tout petit peu les oublier parce que sinon, on va aller un peu trop loin. Mais c'est quoi ces maladies auto-inflammatoires? C'est des maladies ubiquitaires et nombreuses. Chacune d'entre elles, en revanche, est exceptionnelle. Donc en fait, au cours de votre vie de pédiatre, vous allez certainement rencontrer au moins un patient avec une maladie auto-inflammatoire. Mais alors laquelle, ça va être plus compliqué parce que justement, c'est des maladies exceptionnelles. Donc vous ne savez pas si c'est un FAPA, une FMF ou des choses beaucoup plus rares. On va y revenir. C'est des maladies plutôt génétiques, donc en fait à début très précoce, donc c'est vraiment les pédiatres qui vont pouvoir faire les diagnostics. Et donc on a besoin, dans cette jungle de maladies, d'une boussole. Comment on va y arriver? En fait, on va regarder les caractéristiques communes de toutes les maladies auto-inflammatoires. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est des maladies qui évoluent par poussée. Pas toujours de manière régulière, mais c'est des poussées répétées. Et ces poussées répétées, au cours de ces poussées répétées, on a des signes cliniques qui sont constants, c'était la fièvre et le syndrome inflammatoire. Autre chose, c'est que les poussées sont souvent déclenchées par un facteur déclenchant qu'on peut retrouver, facteur déclenchant pouvant être stress, émotions fortes, manque de sommeil, fatigue, énervement. Ça va déclencher la fièvre, c'est un très bon marqueur pour une maladie auto-inflammatoire. Ensuite, pour pouvoir les distinguer, en fait, ça va être variable. On va regarder l'âge de début, on va regarder la durée des épisodes inflammatoires, la fréquence et le rythme des accès, on va regarder les signes d'accompagnement et le mode de transmission génétique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille? Est-ce qu'il n'y a rien dans la famille? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est la même chose dans un autre ordre. Fièvre parfois élevée, mal supportée. Souvent, on va trouver des douleurs articulaires et musculaires, des douleurs abdominales et des troubles du transit, des signes cutanés qu'il faut aller chercher. On a la dermatologue qui est au premier rang. Ça aide beaucoup. Les atteintes ORL sont fréquentes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les angines, les adénopathies, la surdité. Et puis, à ne pas oublier la neuroinflammation qu'on va retrouver très régulièrement aussi dans les maladies auto-inflammatoires qui peuvent aller de céphalée à des signes beaucoup plus sévères de neuroinflammation jusqu'à la méningite, jusqu'à des accidents vasculaires cérébraux inflammatoires en fait. Mais voilà, donc, en gros, les 5 catégories que vous devez aller rechercher à l'examen clinique pour pouvoir faire un diagnostic. Et la peau est pour moi vraiment une précieuse aide au diagnostic. Ce qui est important, ce n'est pas tellement de savoir quel est le type d'atteinte cutanée. Ce qui est très important, c'est que chaque pathologie a ses propres signes cliniques et c'est la stéréotypie des épisodes répétés qui vont pouvoir vous aider et orienter le diagnostic. Alors, l'autre chose qu'on va devoir regarder lorsqu'on a un patient avec une maladie auto-inflammatoire, c'est que d'où il vient dans le monde, donc l'origine géographique, et ensuite, comme toujours en médecine, on va d'abord évoquer les maladies fréquentes ou plus fréquentes avant d'évoquer les maladies exceptionnelles. C'est ce que j'appelle l'argument de fréquence. Alors, l'argument de fréquence en pédiatrie, c'est quoi? En tout premier,
lorsqu'on est sûr qu'on est dans le cadre d'une maladie auto-inflammatoire, c'est le syndrome de Marshall ou PFAPA. En deuxième vient la fièvre méditerranéenne familiale. Après, si vous êtes au Moyen-Orient, on n'est pas tout à fait au Moyen-Orient, donc lorsqu'on est au Moyen-Orient, je dirais PFAPA et FMF viennent au même niveau, en tous les cas chez l'enfant. Donc c'est sûr que les deux pathologies à évoquer en premier, c'est PFAPA et FMF. Et d'ailleurs, ça tombe bien, lorsqu'on retourne sur notre clé du diagnostic, lorsqu'on regarde ce qu'on nous demande lorsqu'on a dit « c'est une maladie auto-inflammatoire, j'ai le syndrome inflammatoire pendant les poussées qui disparaît en dehors, je suis sûr que je suis dans le cadre d'une maladie auto-inflammatoire », la question suivante, c'est quoi? La question, c'est « est-ce que votre patient a les critères du syndrome PFAPA ?» Il existe des outils, là de nouveau, vous rentrez en fait, ça c'est les critères du PFAPA non remplis. En fait, on va vous poser la question oui, non, oui, non, oui, non. Vous répondez à ces 7 questions. Et après, en fait, ça va vous calculer est-ce que mon patient a une chance d'avoir les critères du PFAPA? Pour Aïcha, je les ai faits. Donc, elle avait 7 points positifs, elle avait 0 critère d'exclusion. Donc, elle avait un critère positif pour le PFAPA, ce qui fait qu'elle a une sensibilité de 97% et une spécificité de 93%. Ça veut dire quoi? Une spécificité de 93%, c'est qu'on n'est pas 100% sûr quand même que ce soit un PFAPA. Ça pourrait être autre chose, mais il y a une forte probabilité que ce soit un PFAPA. Donc, on l'a traitée comme telle et on l'a suivie. Elle a une excellente réponse aux corticoïdes. On a arrêté les antibiotiques pendant chaque épisode de fièvre. Mais ce qui arrive au cours du suivi, c'est que les épisodes durent de plus en plus longtemps. C'est-à-dire qu'au maximum, elle a fait des fièvres de 10 jours. Et les douleurs abdominales, qui au départ étaient que des ballonnements abdominaux, ça a un peu dégénéré en alternance diarrhée-constipation fréquente pendant les poussées. Et puis, sont apparus des vomissements systématiques et une éruption cutanée fréquente. Et là, moi, je dis aïe, parce que si on refait notre critère de classification de tout à l'heure, en fait, elle n'arrive plus au diagnostic de PFAPA. Vous avez un diagnostic? Un diagnostic. Qui se lance? Mickey, non. Mais ça aurait pu. Mais sauf qu'une fièvre récurrente aussi claire. Alors, argument de fréquence. FMF. Est-ce que c'est une FMF? Faut-il faire le test génétique? Alors, la fièvre méditerranéenne familiale, c'est quoi les grands signes? Il y a les douleurs abdominales, mais ce n'est pas alternance diarrhée, constipation, vomissement. C'est pseudopéritonite à répétition. Ça ne colle pas tout à fait. Manifestation musculo-squelettique, je ne vous en ai pas parlé. L'atteinte de la peau, c'est un pseudo-érysipèle, habituellement dans la fièvre méditerranéenne familiale. Et les manifestations thoraciques, c'est des douleurs thoraciques. Donc, si je fais ça chez Aïcha, j'arrive à rien, en fait, dans la fièvre méditerranéenne familiale, d'autant plus que les fièvres de la FMF ne font pas 10 jours. Donc, c'est un petit souci. Ce n'est pas une FMF, même si on est au Maroc. C'est une histoire véridique. Voilà, c'était ça. Déficit partiel en mévalonate-kinase, c'est le diagnostic différentiel du PFAPA, parce qu'on va avoir des manifestations ORL, exactement les mêmes que dans le PFAPA. On va avoir des manifestations digestives, et c'est un red flag, en fait, ce qu'on appelle un drapeau rouge. Lorsqu'on a des vomissements dans le PFAPA, il ne faut pas retenir le diagnostic de PFAPA. Si on a de la diarrhée dans le PFAPA, il ne faut pas retenir le diagnostic de PFAPA. Avec effectivement des pseudo-Mickey. C'est pour ça que la Mickey était un bon diagnostic, mais en fait, c'est la fièvre récurrente quand même qui s'associe. Et puis, les manifestations cutanées variées et les fièvres prolongées, plus de 5 jours habituellement. Alors, c'est vrai que dans cette famille, il n'y avait pas de consanguinité, mais on retrouve souvent la consanguinité parce que c'est une maladie récessive. Donc voilà. C'est vraiment le diagnostic à penser en diagnostic différentiel du PFAPA. On a tous des histoires où on s'est fait avoir sur le MKD, le déficit partiel en MKD. Et si vous avez fait la clé du diagnostic jusqu'au bout, en fait,
au vu des éléments renseignés, on va vous dire attention, c'est vraiment probablement une maladie génétique et essayez d'avoir un avis spécialisé pour voir quelle génétique il va falloir faire. Donc c'était un déficit partiel en mévalonate kinase confirmé génétiquement. Et donc si j'ai une chose à vous dire, si vous entendez des bruits de sabots, ne cherchez pas le zèbre, en tous les cas pas ici. Si vous êtes en Afrique subsaharienne peut-être, mais voilà. Donc on va d'abord chercher les infections bénignes répétées, puis les infections graves, le déficit immunitaire, les maladies chroniques et exceptionnellement la maladie auto-inflammatoire. Pensez à une maladie auto-inflammatoire si vous avez une stéréotypie, si ça ne colle avec aucun diagnostic classique fréquent, si le traitement classique est inefficace, si vous avez des CRP élevés sans explication, le début au cours de l'enfance, et si vous avez une forme familiale, c'est bingo. Voilà, regardez cet outil en pleine évolution tout le temps, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Il y a anomalie de dents qui est en train de venir, anomalie de nombre de dents, je ne sais pas si vous connaissez tout par cœur, mais en fait c'est vraiment un outil extrêmement utile. Voilà. Merci beaucoup.